Bonjour, nous sommes mercredi, journée pluvieuse mais journée heureuse. Bienvenue pour la quotidienne du 28 avril. En actu, on s'intéresse à la politique du côté des jeunes. D'un côté, nous donnons la parole au Conseil des jeunes du district de Nyons qui nous présente son bilan annuel. De l'autre, la parole sera donnée à la commission des jeunes du canton de Vaud qui recherche de nouveaux membres. De l'actu, on passe au sport et on agrippe la balle avec Alexandre Caporal qui s'intéresse au handball. Retour sur le match de l'équipe féminine M18 composée par les clubs du HBC Nyons et du TCGG. Retour sur le match en images. Du sport, on passe à la culture, plongée dans le documentaire immersif de David Nicolas Parel. Ça s'appelle Journal d'une ambulancière. Le réalisateur nous emmène dans les coulisses du tournage. Comment se porte la politique du côté des jeunes? On en parle avec nos deux invités. D'un côté, on s'intéresse au bilan annuel du Conseil des jeunes du district de Nyons avec vous. Lucas Desaugus, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. De l'autre, on s'initie à la politique avec la campagne de recrutement de la commission des jeunes du canton de Vaud qui recherche de nouveaux membres. Avec vous, Johan Crocol, bonjour. Bonjour Andrea. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, Johan, tous les 2 ans, la commission des jeunes du canton de Vaud fait peau neuve. En quelques mots, pourquoi s'engager? Pourquoi s'engager? Parce qu'on a beaucoup de projets qui sont en cours, d'autres qui vont gentiment arriver. On a beaucoup de consultations qui viennent, comme par exemple on a eu la consultation sur la loi de l'enseignement obligatoire qui a eu lieu en fin 2019, début 2020, où on doit comme voir passer en revue quasiment de chaque loi pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut changer les notes des élèves, est-ce qu'il faut mettre plus ou moins de tests, pour quel degré, et puis ce genre de choses. Donc vous avez été directement en contact avec Cécile Amarel. Exactement, ouais. Voilà. Alors par contre, par rapport à cette campagne, vous dites être préoccupé par rapport à cette campagne, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est toujours difficile de faire venir les jeunes? C'est difficile maintenant, en plus vu qu'on a une charte d'engagement écologique, donc on doit utiliser moins de papier, donc pas d'affiches dans les écoles, on essaie de limiter le plus possible tout ce qui est impression et puis passage papier. Donc tout se fait sur les réseaux sociaux, on encourage comme vivement les écoles de les mettre sur les écrans d'entrée pour les élèves et puis on essaie de voir comment ça joue en ce moment. Ouais, la question peut paraître bête, mais pas de papier, pourquoi? C'est dû à ces manifestations qui avaient eu lieu avec les jeunes par rapport et en faveur de l'environnement? Moi, j'ai pas le droit de me prononcer là-dessus vu qu'on est à politique éthiquement dans la commission des jeunes du canton de Vaud, mais c'est vraiment que nous, on a eu beaucoup de sensibilité par rapport à tout ce qui est écologique au sein du canton de Vaud, comment nous on fonctionne avec ça et comment on peut faire pour que justement on arrive à réduire cette quantité de papier qu'on utilise à chaque fois. Ouais, être cohérent, dans la rue et avec le discours, je l'entends. Lucas Desaugus, alors les votations communales ont eu lieu. On sait que beaucoup de jeunes se sont engagés, notamment à Nyons, au sein du conseil communal, c'est-à-dire que vos efforts ont payé? Oui, donc déjà on a vu que beaucoup de jeunes sont été élus, les listes de jeunes étaient très présentes et puis on a d'ailleurs une membre qui est du jeune PS qui est élue dans notre comité en tant que secrétaire. Alors on garde toujours, comme Yann disait, on garde toujours une certaine forme d'apolitique et de neutralité dans tous les cas. Donc on salue Hermira qu'on verra au Conseil de Nyons. On parlait du Conseil de Nyons, mais est-ce que c'est la même chose dans le reste du district? J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais en tout cas pour ma commune que oui, pas mal de jeunes ont été élus sur la liste communale et qu'il y a aussi une certaine peau neuve au niveau de la municipalité. Et je sais que pour quelques autres communes, je sais que c'est le cas, on en a pas mal entendu parler. Mais oui, on a quand même une certaine... on fait peau neuve dans pas mal de nos communes. Comme quoi c'est bénéfique, je pense que vous serez d'accord avec moi, Johan. On revient et on reste un petit peu avec vous, Lucas, parce qu'aujourd'hui vous avez présenté votre rapport annuel à la presse. Le bilan, rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien que malgré le Covid, on a quand même réussi à faire des choses. Elles sont venues principalement à la fin de l'année. Beaucoup de projets qui ont dû être arrêtés, je pense notamment à la CRPS, qu'on pensait pour sûr maintenir au 25 mars et qui a dû être annulée. Eh bien, elle est toujours d'actualité, on y pense beaucoup. On devrait avoir une séance en juin pour potentiellement la faire en automne, si les conditions le permettent. Sinon, on la déplace printemps 2022. Mais on voit que, malgré le Covid, on a quand même réussi à faire des choses, à être présent, notamment sur les réseaux sociaux. Alors
Alors ça, c'est pour les conseils des jeunes du district de Nyon. Et parce qu'on parle Covid, Johan, c'est vrai que Cécile Amarelle vous a aussi approché par rapport à toute cette crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est on a eu d'abord tout le processus, c'est qu'on a eu d'abord un groupe de travail qui s'est penché sur les questions qu'on pourrait poser à Cécile Amarelle durant l'assemblée plénière où justement il y a tous les membres de la commission des jeunes, Frédéric Tcherka qui est le délégué de la jeunesse, et Manon Chi, qui est la directrice la direction de la générale de l'enfance et de la jeunesse, si j'arrive à le dire correctement, la DGEJ. Et ça s'est ressorti comme quoi il y a eu beaucoup de soucis par rapport à l'état psychologique des jeunes. Et qu'en fait, il y a eu cette histoire où on a peur qu'il y ait un deuxième reconfinement qui arrive et puis qu'on sera encore tous renfermés à la maison. Puis Cécile Amarelle nous a vraiment très très clairement dit comme quoi elle va faire tout son possible pour pas que ça arrive, qu'il y a comme des mesures qui sont en place au cas où si potentiellement dans 1 ou 2 semaines on pourrait peut-être retourner à distance. Mais Cécile Amarelle elle veut vraiment qu'on ait ce côté où il y a quand même toute une cohésion sociale. Tout ce qui est qu'en fait on se retrouve tous en présentiel, même s'il y a des masques, et puis on doit plus ou moins respecter les distances et puis désinfecter les mains avant d'entrer en classe, que quand même il y a une cohésion sociale qui doit se recréer malgré tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, alors la discussion a pu avoir lieu, mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez réellement écouté? Aujourd'hui, on se sent réellement écouté, autant par les médias que par des politiques, autant par le Conseil d'État, qui ont toujours été très très ouverts par rapport à nos propositions, et que après Cécile Amarelle, elle veut quand même nous faire des sessions de discussion avec nous pour voir comment ça évolue, où ça en est, comment on peut faire des choses pour que ça s'améliore à la fin. Ouais, alors parlons des choses un peu plus festives parce qu'il en faut aussi qu'on en a envie justement. La commission des jeunes du canton de Vaud fête cette année ses 10 ans. Là, j'imagine que vous voulez marquer le coup. On essaie de marquer le coup. À chaque fois pour être totalement transparent, à chaque fois qu'on essaie de trouver un concept de festivité, 3 semaines après, il y a les nouvelles changements par le Conseil fédéral, bien par le Conseil d'État. Donc ça nous fait obliger de tout recommencer à zéro, plus ou moins. Mais là, on tient quand même quelque chose qui est plus ou moins là en septembre, dans la salle du Grand Conseil, si on arrive à avoir cette salle-là. Pour fêter les 10 ans. Et puis là, en ce moment, on est en train de faire aussi un tournage avec tous les anciens de la commission. Qui vieillissent, ouais. Et puis on voit tous. À quoi est-ce qu'ils ressemblent aujourd'hui, ces jeunes devenus un peu plus vieux en politique? Justement, j'étais très très impressionné pendant le tournage, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui restent plus ou moins dans la politique, qui se sont engagées de manière communale ou bien quasiment cantonale aussi. Et puis qu'il y a beaucoup qui deviennent aussi des enseignants. Donc il y a quand même on va dire quand même un espèce de contact avec le canton, même si c'est pas totalement la même approche qu'être en politique. Mais oui, c'est vrai que leur parcours, c'est très très impressionnant quand même. Ouais, donc peut-être un lien entre la politique et l'enseignement, à savoir. Du côté des conseils des jeunes du district de Nyon, là aussi c'est difficile de prévoir ce qu'il va en être pour les rendez-vous, mais notamment la prochaine date, je crois que c'est le 1er juin. Vous voulez organiser, le 1er juin, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Vous voulez organiser un débat en ligne par rapport aux prochaines votations, c'est ça? C'est ça. Donc on est engagé avec la ville de Nyon pour des votations consultatives des 16-18 ans en ville de Nyon et même pas que, très sûrement pour ces prochaines votations, où on donnerait la possibilité aux personnes hors Nyon qui habiteraient hors de Nyon et qui suivraient des cours au gymnase, à l'EPCN ou à Nyon-Maran, de pouvoir voter via des enveloppes qui seraient mises à disposition. Et ces votations, à chaque fois, on essaie d'organiser un débat. On n'a pas pu le faire pour le 1er en septembre. Ceux de février, on a réussi à en faire. Il fut en ligne. Et là, cette fois, on espère que les conditions nous permettront de faire un débat en présentiel. On a la salle communale de réservée pour nous. On espère pouvoir faire en présentiel, mais sinon, le débat sera dans tous les cas présent et en ligne. Ouais. Soit par retransmission, soit par... Ouais, donc ça va se faire, c'est une bonne chose. Pour revenir à votre rapport et à ce bilan annuel, c'est toujours l'occasion de tirer quelque chose de positif et peut-être aussi de négatif, à faire mieux. Le négatif, c'est quoi? Peut-être, un petit manque d'organisation. On a été pris de court par le Covid et donc on a peu de choses, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Beaucoup avons galéré, on avait des événements à faire et beaucoup, on n'a pas réussi à rebondir assez vite. On a réussi à rebondir, mais seulement pour, entre guillemets, le maintien de comment est-ce qu'on fonctionne, donc maintien des assemblées, maintien des réunions. Les dates importantes. Les dates importantes, mais sinon tout ce qui était projet, tout ça, c'est très vite tombé à l'eau. D'accord. Donc à faire mieux. Et pour le positif? Le positif, on a quand même réussi à faire pas mal de choses. On a été appelé sur beaucoup de projets. Là, on est en train on siège
en plus, durant cette année, donc on siège sur 3 autres projets différents. Que ce soit la Givrine, que ce soit les votations consultatives, la CRPS ou Pertan, on a beaucoup de choses où on siège et on essaie de trouver, on essaie d'avancer dans ces projets au maximum. Et même sur certaines commissions, on a déjà des projets qui sont prêts, qui attendent juste de pouvoir voir le jour avec les conditions sanitaires qui le permettent. Ouais, très bien, Johan Crocol, j'imagine que vous suivez ça de près. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Je trouve que j'ai été co-président quand même pendant une dizaine de mois Conseil des jeunes du district de Lyon. Je trouve que l'évolution a vachement changé depuis que j'ai dû partir. Donc puis aussi on a eu de très bons échos aussi un peu à gauche à droite, puis sur les réseaux sociaux avec tout ce que vous faites et puis vraiment les campagnes que vous faites aussi pour les votations, quoi. C'est très intéressant. Ouais. Donc voilà, on se réjouit aussi de suivre tout ça de notre côté pour les prochaines dates. J'imagine que tout sera aussi donné sur vos sites internet respectifs. Johan Crocol, Lucas presque que j'y arrive à la fin, Dessougus. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci Andrea. Merci. On parle handball à présent, car si les adultes ne peuvent toujours pas agripper la balle, les juniors, eux, oui. Les clubs de HBC Lyon et TCGG, forts de leur union récente, se concentrent en ce moment à former la relève. Reportage en images à Gland, lors du premier match de l'équipe féminine moins de 18 ans, vous le verrez, si les Nyonnaises se sont inclinées lourdement face à Lausanne, une équipe forte, eh bien elles n'ont pas démérité et ont montré plein de belles choses pour la suite. Thomas Heurtevent, vous êtes président du HBC Lyon. Bonjour, dites-nous quel match on vient de voir. Alors on vient de voir le tout premier match de notre regroupement d'équipe avec les CGG, donc les M18 filles, voilà, qu'on vient juste d'engager. On avait une M16 avant, on les a toutes fait monter en M18, donc on a des filles qui ont 14 à 18 ans, un peu moins de 18 ans. Et c'était leur premier match ensemble contre Lausanne, qui est une grosse structure. Et voilà, on a vu le chemin qu'il y a à parcourir. Voilà, c'est une première expérience. On avait en face de nous une équipe vraiment de très bon niveau, très expérimentée. Voilà, on a du boulot, le coach l'a vu, les filles l'ont bien senti. Malgré tout, il y a eu de très belles choses. On a vu des très beaux mouvements, on a eu des choses vraiment intéressantes. Voilà, il y a un peu de travail, voire beaucoup, mais on sait où il faut le faire maintenant, c'est clair. Bonjour les filles, alors qu'est-ce que ça fait de disputer enfin un match après toute cette période Covid ? Ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué contre une équipe. Après, c'était notre premier match en tant que M18. On a une équipe avec pas mal de jeunes aussi. Donc c'est un peu compliqué, mais ça nous fait quand même plaisir. On est content de se retrouver sur un vrai terrain contre une vraie équipe en face. Moi, j'ai trouvé que c'était enfin un résultat de nos entraînements, tout ce qu'on avait étudié à l'entraînement. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne remise malgré notre défaite. Et je suis sûre qu'on fera très bien et qu'on s'améliorera. Et j'ai trouvé que c'était un très bon début. Vous avez vu des belles choses qui vous donnent de l'espoir pour la suite ? Oui, déjà d'avoir une équipe là, ça continue à me donner de l'espoir, d'avoir des équipes M14 et d'avoir tout ce mouvement féminin qui nous pousse derrière et qui nous pousse par en haut. Ça me donne de l'espoir. Et puis sur le terrain, comme j'ai dit, j'ai vu des choses qu'on a mis en place, qu'on a essayé, qui n'ont peut-être pas fonctionné. J'ai vu des réflexes de notre gardienne, j'ai vu des tirs qui se sont améliorés. Il y a plein de choses que je vois et d'autres que j'attends de voir. On a décidé de les faire monter à ce niveau-là parce que pour nous c'est important qu'elles puissent toutes jouer ensemble, que ça soit une vraie SG avec les CGG, puisqu'on a constitué un regroupement d'équipes aussi au niveau senior. Donc on va vraiment créer le vivier, le terreau pour alimenter notre équipe dames pour le futur. Donc là-dessus, c'est vraiment important. Et puis encore une fois, on a des filles qui ne devraient pas jouer à ce niveau-là, qui ont pas encore complètement de physique, etc. Les choses vont venir. On va bien travailler. Elles vont prendre de l'expérience, un peu de vice. On a vu du vice en face de nous. Elles vont en prendre aussi. Aujourd'hui, c'est une équipe de filles très gentilles. Mais elles vont apprendre à faire un peu plus, un peu différemment. Mais là, le plaisir, on l'a maintenant. Voilà, c'est quand on revoit les gamins sur le terrain jouer, s'amuser, se dépenser, se taper dans les mains. Elles ont quand même le droit de se taper dans les mains. Voilà, on sait pourquoi on travaille. Thomas Heurtevent, on a vu deux de vos filles qui jouaient aujourd'hui dans ce match. Pas trop frustré de voir vos filles jouer et vous rester sur le banc? Non, parce que d'abord elles sont bien meilleures que moi. Soyons clairs, c'est vraiment, elles font partie de l'avenir du club. Et c'est génial de voir ces deux sœurs jouer ensemble, s'éclater, combiner. Voilà, alors il y en a une qui a pris des coups, il y en a une qui a donné des coups. On parle de vice, ça va venir. Mais non, c'est vraiment un vrai plaisir. Et pas de frustration parce que ça s'est peut-être entendu un petit peu. Je m'exprime beaucoup sur le bord du terrain et c'est un moyen aussi de participer au match en fait. Voilà. C'est quoi vos objectifs là pour la suite avec cette équipe?
Le prochain match, essayer de gagner déjà, ça paraît bien. Essayer de se battre ou alors faire un meilleur score que celui qu'on a fait aujourd'hui. Plus de buts en tout cas. Ouais, plus de buts, une défense plus solidaire que ce qu'on a et des attaques aussi plus chercher et développer. Bah, merci les filles et bravo de vous être battues aujourd'hui contre Lausanne. Merci. Plongé dans le documentaire immersif de David Nicolas Parel, Journal d'une ambulancière. Durant plusieurs mois, le réalisateur suit le quotidien de Mégane, 26 ans, une jeune femme ambulancière qui commence sa carrière à Genève et fait équipe avec Christophe, qui pratique ce métier depuis plusieurs années. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai que votre film fait la tournée des médias. Comment vous expliquez ce succès ? Je crois que le sujet porte assez à ce qu'on s'y intéresse avec tout ce qui s'est passé cette année de Covid. Et puis c'est un milieu qui est peu connu, même assez méconnu, c'est un métier de l'ombre. Et comme c'est des gens qui se sont retrouvés en première ligne pendant toute cette année avec le Covid, je pense que ça intéresse aussi les gens. Et puis mes personnages aussi, mes deux protagonistes, Christophe et Mégane, ils sont au centre de mon travail. Ouais, on va en parler d'ici quelques instants justement, parce que d'abord j'aimerais savoir ce qui vous a intéressé dans ce milieu-là, parce que vous avez l'habitude, maintenant on peut le dire, de photographier ce milieu depuis 5 ans je crois. Qu'est-ce qui vous a fait passer du milieu de la photographie à la vidéo et pourquoi suivre ce domaine-là des ambulanciers ? Alors en fait ça fait 5 ans que je fais de la photo d'immersion, je suis un autodidacte, j'ai appris un petit peu tout seul. Et un peu plus de 2 ans et demi que je suis avec ces ambulanciers, beaucoup la nuit, avec un uniforme, avec un appareil photo, et pour une immersion photographique, dans le but de faire une exposition, un livre photo. Mais j'avais aussi en tête, c'était aussi un travail de repérage pour un film documentaire. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce milieu ? Ils sont au cœur ils voient tellement de choses. Pour moi, c'est un peu les témoins des états d'âme de la société. Et ils sont au cœur de la vie, de tout ce qui se passe, les coulisses, le décor de ce qu'on ne voit pas habituellement. Et donc, ils sont au cœur des souffrances, des peines, des doutes, des accidents, des drames qui peuvent arriver dans la vie. Et puis, ils sont au plus près des citoyens, de la société d'aujourd'hui. Ouais, ça s'appelle Journal d'une ambulancière. Je vous propose qu'on regarde un teaser et on revient tout de suite après. On est Québec n'a qu'à 4 pour le SU avec une patiente de 91 ans, degré 1. Degré 1. Oui, c'est tout bon. Je m'appelle Mégane. J'ai 26 ans. Hier, j'ai reçu mon diplôme d'ambulancière par la poste. J'ai été engagée pour renforcer les équipes durant la première année de Covid. Christophe, lui, ça fait 35 ans qu'il est là. C'est une figure du monde ambulancier. C'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. J'espère être à la hauteur. Sur le terrain, hier, vous avez tous pris assez cher avec des longues journées. Moi, je la sens pas encore, la phase de plateau. Avec la deuxième vague de Covid, on voit arriver d'autres problèmes. Angoisse, désespoir, sentiment d'isolement et de solitude. Moi, c'est la première fois sur ma carrière où je dois laisser seul mon coéquipier aller en intervention. Tu es sur le pas de porte puis tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Tout s'accélère, tout s'aggrave. Ça veut dire qu'il est armé. Ce sont les esprits et les âmes qui commencent à souffrir. Monsieur, moi je fais mon travail, on n'a pas à m'expliquer ce qu'il faut faire, d'accord ? J'ai besoin de toi, Christophe. Il y a 20 minutes, il était debout. T'avais envie de mourir à ce moment-là ? Bah écoute, je viens de finir une inter, donc je voulais te faire un coucou avant de dormir. On a veillé sur la ville et puis ils ont bien dormi. C'est ça qui est cool, quoi. Alors Mégane et Christophe qu'on a vus dans les images, ce sont vos héros, les héros du documentaire en tout cas. Pourquoi les avoir choisis eux ? Christophe était l'ambulancier que je voulais suivre depuis le début. Je l'ai rencontré assez vite dans mon reportage photo, dans mon immersion. La compagnie Suisse Ambulance Rescue, à peu près 60 ou 70 ambulanciers. Donc je les accompagnais avec mon appareil photo la nuit. Un groupe assez large de 20 personnes. Il faisait partie de ces 20 personnes-là. Mais très vite, il m'a vraiment marqué par son caractère, par sa personnalité très forte. Et je voulais le suivre depuis le début. Donc il était au cœur de mon travail.
photographique et après de dossiers pour obtenir des subventions, des aides, avoir le soutien de la RTS et tout. Et il était là depuis le début. Et à la base, je devais aller chercher une ambulancière qui était dans une école et qu'on ne connaissait pas encore, mais qui avait des critères particuliers par rapport à ce que je cherchais. J'étais une jeune ambulancière. Et le hasard a voulu qu'au moment où j'ai commencé la préparation de ce tournage de film, Mégane est arrivée. Elle a été engagée par la compagnie à la fin de ses études. Elle était en train de passer son diplôme. Et elle correspondait parfaitement, idéalement même, à tout ce que je recherchais. C'est une jeune ambulancière qui débute et qui doit faire avec son émotivité pour affronter ce métier-là. Ouais, alors vous avez choisi de raconter ce documentaire-là au travers de la voix de Mégane, qui raconte d'ailleurs son histoire, son quotidien. Pourquoi le faire de cette façon-là ? C'était une façon de parler aussi de Christophe, qui est un peu plus discret. Et avec Mégane, on pouvait plus facilement avoir accès à Christophe et puis à leurs états d'âme. Et c'était une façon de raconter leur histoire. Parce que Mégane, elle commence son métier d'ambulancier avec le Covid. Elle a connu Mais finalement, vous auriez pu le faire aussi. C'est-à-dire que vous-même, en tant que réalisateur, vous auriez pu raconter leur histoire à eux. Ouais. Alors, vous le racontez forcément en images, mais vous auriez pu aussi le mettre par écrit. Ouais. Mais c'était plus intéressant de passer par Mégane et que je m'efface un peu. Pour mon premier film, qui est sorti il y a 5 ans au cinéma. Là, je faisais la voix off, j'intervenais un moment dans le film, je passais de l'autre côté de la caméra. Là, je voulais vraiment m'effacer pour me laisser vraiment les vivre tous les deux. Et puis me concentrer sur la caméra, sur ce que je filmais. Et donc voilà. Et donc le hasard a voulu que des années plus tôt, 4 ans plus tôt à peu près, Mégane fasse son stage d'initiation pour aller voir ce que c'était le métier d'ambulancier. Et elle a croisé Christophe, et c'est Christophe qui lui a donné envie de faire ce métier. Donc c'était un heureux hasard que des années plus tard, je me retrouve à vouloir faire ce film et que Mégane soit engagée par la compagnie. La boucle était bouclée, comme on dit. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en étant au cœur de ce quotidien ? La solitude des gens, en fait, ce que les ambulanciers... Quand j'ai beaucoup posé la question, pendant ces 1 an et demi de repérage, j'ai souvent posé la question aux ambulanciers, qu'est-ce qui les marquait le plus dans leur métier, qu'ils aient 5 ans, 20 ans ou qu'ils viennent de commencer, qu'ils aient quelques mois, ils me disaient tous la même chose, c'est la solitude des gens. De plus en plus avec les années, et on voit que les gens se deviennent de plus en plus seuls, qui sont dans les beaux quartiers, qui sont dans les quartiers les plus pauvres. Et c'est ça ce qui me marquait le plus. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. C'est ce que je montre en les accompagnant au quotidien. Les interventions sociales, etc. Les gens qui sont... Et avec le Covid, ça s'est amplifié plus encore. Ouais. Le fait de le tourner durant le Covid, justement, c'était un choix voulu ou ça s'est fait après... Non, c'est le hasard qui a voulu ça. Parce que quand j'ai rencontré mon producteur, le Covid n'existait pas encore. On entendait vaguement parler quelque chose de ce qui se passait en Chine. C'était en fin d'année ou tout début janvier 2020. Et non, mais mes thèmes que je voulais aborder en les accompagnant étaient déjà là avant le Covid. Ouais. Leurs états d'âme à eux, la façon dont eux ils voient les états d'âme de la société, c'était déjà au cœur du film. Quelque part, ça a remis aussi en question votre quotidien à vous, parce que tout le repérage que vous aviez fait, il était plus valable, si j'ose dire, parce que leur manière de faire, peut-être la pratique, avait aussi un petit peu changé. Le métier avait un peu changé, mais d'une certaine façon, c'est-à-dire ils n'avaient plus accès aux patients de la même façon. Il y en a un qui doit toujours rester derrière la porte et tout, mais sinon les interventions sociales, les accidents, les choses comme ça, ça restait toujours la même chose. Et puis moi j'ai la chance que tout mon repérage de ces 1 an et demi soit aussi un travail photographique que je vais présenter dans quelques mois avec un livre et une exposition. Donc c'est 2 choses très différentes. Voilà. Ouais. On va y revenir juste d'ici quelques instants. J'aimerais avoir votre regard ou peut-être l'image qui vous reste comme ça en tête, ça serait laquelle ? L'image, c'est... alors, elle est liée au film, mais c'est une intervention qui a lieu chez une dame qui avait une suspicion d'AVC. Et tous les ambulanciers, Christophe et Mégane sont autour d'elle, et c'était très très compliqué. Et je suis retourné la voir des mois plus tard, quand on a choisi cette scène au montage, et on lui a proposé d'utiliser cette scène, parce qu'elle était très importante. Il y avait beaucoup de cafouillage autour de cette intervention, la famille était très stressée, et on lui a montré les images, on dit voilà madame, vous allez être peut-être floutée. Si vous acceptez qu'on montre les images, on flouttera votre visage. Et vraiment, en voyant les images, elle a dit non, je ne veux absolument pas être floutée, je veux qu'on me voie. Rien que pour rendre hommage à Christophe et Mégane, les 2 ambulanciers qui m'ont porté secours. Donc ça m'a extrêmement touché, et la scène est très forte dans le film, parce qu'on voit... Quelque part, votre travail était un exutoire aussi pour ces
passion-là pour ces personnes-là? Tout à fait, parce que vraiment le patient est au cœur aussi de mon travail. C'est pour ça que j'ai pu avoir ces autorisations, que j'ai pu être si près d'eux. C'est parce qu'ils comprenaient que je n'étais pas juste une caméra de reportage de télévision qui venait juste pour une nuit ou pour quelques heures, mais que j'étais avec eux depuis 1 an et demi. Souvent, des fois, les patients, je leur disais, voilà, je fais un film ou je fais des photos et ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. Ouais. Et j'ai l'uniforme, etc. Et les gens, ça les marquait, même s'ils étaient dans un état des fois difficile, ils comprenaient ma démarche. Journal d'une ambulancière, donc à voir ce 28 avril à 22h15 sur la RTS 1. Vous nous parliez de la suite, c'était un livre, autre chose? Oui, je prépare une exposition sur ce sujet-là. Et puis je vais encore être avec eux pendant un petit moment. Je pense pendant encore quelques mois, je vais reprendre l'uniforme et accompagner une grosse partie de la compagnie, et puis Christophe et Mégane. Je vais continuer vers les sujets que j'ai photographiés ces dernières années. Je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais c'est lié aussi à un milieu avec l'uniforme en Suisse. Et puis à Paris, ça va être plutôt quelque chose autour de la banlieue parisienne, avec un éducateur de rue que j'accompagne dans une banlieue très défavorisée, en Seine-Saint-Denis, et que j'accompagne depuis 3 ans. Donc maintenant que j'ai commencé à apprendre à filmer, à tenir une caméra, je vais retourner dans les endroits où j'ai été avec un appareil photo ces dernières années. On se réjouit de suivre votre parcours, David Nicolas Parel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. C'est tout pour la quotidienne du 28 avril. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.